Bonjour, suite à ma présentation il y a quelques jours de Chess Arena et en particulier de son utilisation rapide, je vais m'intéresser maintenant à son installation sur un système Windows. Sous Linux, c'est quasiment pareil. D'ailleurs, pour la démonstration, j'installerai ce programme Windows sous Linux à travers un émulateur qui est bien connu dans le milieu qui s'appelle Wine. Et j'utiliserai la version Wine 64. La première chose à faire pour récupérer ce programme qui est très utile, mais un peu hermétique en termes de configuration, c'est d'aller sur le site qui s'appelait playwitharena.de, que vous retrouverez dans les liens sur demande ou dans les commentaires de la vidéo. Alors c'est un site en anglais, bien sûr, vous pouvez le traduire avec votre navigateur préféré. Ici, pour la démonstration, c'est Chrome. Vous avez deux versions de possibilités pour installer la dernière version, qui est la version 3.51. Vous avez un fichier zip et un fichier exe. La différence, c'est que le fichier zip vous permet de faire une installation, par exemple, sur une clé USB pour avoir un programme portable, transportable de machine en machine. Aujourd'hui, on ne va pas s'intéresser à cette version-là. On va télécharger donc la version qui est relativement modeste en taille, qui est un exécutable d'installation. Donc vous allez sur le site, vous cliquez sur le lien, vous le rapatriez dans votre répertoire de téléchargement préféré et ensuite vous l'exécutez. Et normalement, on doit arriver à quelque chose qui ressemble à ça. Vous allez arriver donc là-dedans, sur les phases d'installation. Ensuite, c'est très simplement, vous allez cliquer sur suivant. On va vous demander, et là je vous demande de faire très attention, l'endroit où vous souhaitez l'installer. L'emplacement par défaut et la partie des programmes files en version 32 bits. Donc là ici c'est programme file x86 Arena. Je vous demanderai de s'en souvenir puisque ça peut avoir son importance. Si vous souhaitez l'installer ailleurs, vous le pouvez. Dans certains cas particuliers, par exemple sur des PC d'entreprise, vous ne pouvez pas l'installer dans cet endroit-là puisque c'est un endroit qui est condamné. Vous appuyez sur suivant. Voilà. Hop. Alors là, effectivement, il y a une précédente installation. On me demande si je veux vraiment l'installer là. Vous n'aurez pas cette boîte de confirmation. Vous dites oui. Vous laissez sélectionner l'ensemble de ce qu'il vous propose. On voit qu'il installe finalement le programme. C'est un logiciel qui peut parler pour vous annoncer les coups si vous souhaitez jouer à l'aveugle. Et puis une petite base de données qui comporte 11 000 parties. On fait suivant. Il vous demande s'il veut créer un groupe de programmes qu'on appellerait Arena. On y va. Suivant. Il vous demande s'il veut créer. Alors là, si vous voulez créer un raccourci pour tous les utilisateurs, on va le laisser par oui. Il vous demande si vous voulez créer un icône de lancement rapide qui se trouverait ici en bas dans la barre de tâches. Et puis ensuite, si c'est le premier programme que vous installez lié aux échecs, je vous invite à associer les fichiers PGN. Je le rappelle, les fichiers PGN, c'est des fichiers qui comportent des fichiers texte qui comportent la description de la partie complète. Et puis les fichiers EDP et FN, ce sont des fichiers qui décrivent en une ligne la position d'échec. Je vous invite à les associer. Les associer, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand vous double-cliquerez sur un fichier PGN, ça ouvrira automatiquement Arena. Ensuite, on fait suivant. Il vous récapitule ce que vous avez sélectionné. Vous faites enfin installer. Ça dure quelques secondes. Voilà, il recopie les fichiers et ensuite il vous propose de l'exécuter dans la foulée. Je vous invite à laisser cocher la case, à faire terminer. D'ailleurs, on voit que le petit icône a été créé ici. On remarquera ici, ça c'est la version Linux qui est installée d'ailleurs, qui n'est pas tout à fait la même. On est en 3.10 sous Linux et en 3.5 sous Arena. Et ensuite on clique sur terminer. Et normalement le programme devrait s'exécuter, voilà. Et on arrive sur quelque chose de bien différent de ce qu'on avait vu, puisqu'on est dans une configuration différente. Alors la configuration par défaut, je vais vous la faire voir, parce que là elle a été légèrement modifiée du fait de ma précédente installation. Voilà, vous arrivez à ça, normalement, à quelque chose qui ressemble à ça. Alors effectivement, il y a des choses à configurer, puisque là, globalement, vous avez quoi? Vous avez une interface avec... on voit un moteur d'échec qui est intégré, qui est le moteur SOS 5. For Arena, mais honnêtement, c'est très loin d'être un des meilleurs moteurs d'échec.
On peut aller voir, si ça veut bien marcher en direct, aller regarder quels sont voilà, les meilleurs moteurs d'échecs sur ce site quand même très sérieux qui fait jouer les moteurs d'échecs entre eux, qui les compare. Je rappelle dans cette liste pourquoi il y a du Orange. C'est simplement le Orange, c'est pour marquer les programmes libres, c'est-à-dire le code source est accessible, vous pouvez le compiler et le modifier, le compiler vous-même. Si vous en avez les capacités, vous avez des programmes commerciaux, donc payants, et puis vous avez des programmes verts qui sont des programmes, alors là, qui sont pas libres, hein, mais qui sont téléchargeables gratuitement. Aujourd'hui, sans revenir sur un sujet qui fait débat, on a quand même pas mal de joueurs d'échecs qui sont enragés avec des programmes payants. Hein, et si on regarde un petit peu ces programmes commerciaux, hein, on voit que par exemple Fritz, qui est un programme commercial, eh bien, il est dans les positions 13e à 15e. Il fait 3200 Elo. Et on voit que le premier est au moins 300 points au-dessus. Vous me direz, qu'est-ce que ça peut faire? Si, ça a quand même de l'importance. Je vous l'expliquerai à travers les possibilités d'analyse. D'avoir le moteur le plus puissant et le plus rapide, c'est important. Non pas pour jouer contre vous, mais simplement pour analyser rapidement vos parties et avoir une analyse fiable, parce qu'une analyse faite par un joueur à 3005 sera plus fiable qu'une analyse faite par un joueur fait à 3002, et surtout elle sera beaucoup plus rapide puisque vous aurez besoin de laisser de moins de temps à l'ordinateur pour analyser que dans un programme qui fait plus de 3005 par rapport à un programme qui fait 3000 ou 3002. Donc voilà, on reviendra tout à l'heure. Donc on va s'intéresser donc à Stockfish. Stockfish, je me suis déjà rendu, c'est le meilleur, hein, surtout la dernière version 12 qui allie, pour ceux qui penseraient faire des remarques, avec Lichess ou LC0, on le voit ici. Hein, on a intégré sur la dernière version, a été intégré dans la version Stockfish, une partie IA, une partie d'intelligence artificielle. Hein, rappelez-vous ce qui a fait débat avec AlphaZero de Google sur un match qui l'avait opposé à Stockfish. Aujourd'hui, je ne suis pas certain que si on refaisait ce match dans des conditions équitables, on est toujours le programme de Google qui tiendrait la route. Donc quand on va sur la page de Stockfish, vous avez en arrivant quelque chose qui vous propose de le télécharger. Alors la petite nuance, écoutez bien, tout dépend de l'âge de votre PC. Parce que pour télécharger la bonne version, c'est en anglais, d'ailleurs c'est ce qui est expliqué en anglais, il faut avoir une idée un petit peu de son processeur, puisque ces programmes d'échecs sont très très optimisés et utilisent toutes les ressources potentielles du jeu d'instruction des processeurs modernes. Par conséquent, il faut, pour avoir les meilleures performances, ça veut dire quoi les meilleures performances? Avoir le programme qui tourne le plus rapidement possible sur votre PC, pour vous faciliter la tâche dans les analyses et donner en quelques secondes une analyse fiable, quel que soit votre niveau d'échec. Alors, nous, ce qui nous intéresse ici, dans le cas de mon PC, qui est un PC très récent, qui a un processeur c'est un processeur qui est conçu, qui est neuf, voilà, qui a quelques mois. On peut prendre la version la plus performante, c'est-à-dire ce qu'il propose, hein, c'est ce qui est expliqué. Voilà, down the list, the first binary that you can do not crash. Donc le premier, moi je vais prendre celui-là, j'ai fait l'expérience, je sais que c'est celui-là. Donc on le télécharge. Alors, on va essayer de le télécharger. Voilà. Donc on voit qu'on a, finalement il s'appelle, alors là c'est la version Windows, hein, vous ne vous trompez pas, je sais que je suis sous Linux, mais on va quand même télécharger la version Windows. Donc on enregistre, c'est un fichier zip, ensuite on le dézip, et vous avez quoi dedans? Rien du tout, juste un seul exécutable, un gros exécutable qu'on va extraire. Mais extraire où? Eh bien c'est là que commencent les petites subtilités. Donc on va faire une extraction, et puis souvenez-vous ce que je vous avais dit, il faut aller trouver donc alors ce qu'on va faire, on va pas le faire par là, on va garder donc l'ouverture là de notre archive zip avec l'exécutable qui est dedans, et on va se promener. Donc on va aller voir, Arena a été installé, vous voyez, à cet endroit là, et on va le localiser et on va aller se balader à l'intérieur. Alors
vous voyez, il y a un autre programme qui s'appelle Baba Chess. Alors, Arena. Alors, il va falloir aller le trouver dans un répertoire caché qui s'appelle .wine. Voilà. Et souvenez-vous, il est dans le disque C. Alors, vous, ça sera pas tout à fait pareil si vous êtes sous Windows. On va aller dans Arena. Et là, dans l'arborescence, qu'est-ce qu'on voit dans cette arborescence que vous retrouverez vous sous Program File x86? Vous allez trouver finalement dans le répertoire d'Arena tout un tas de sous-répertoires. Et le répertoire qui nous intéresse, eh bien, c'est le répertoire Engine. Et vous allez dedans pouvoir créer un dossier. Voilà, vous avez la liste de tous les moteurs qui sont préinstallés. On va l'appeler, bien sûr, Stockfish. Voilà. À l'intérieur de ce dossier, on va aller y déposer, hop, l'exécutable. Voilà. Et puis, ma foi, on peut refermer l'archive, on peut garder ça ouvert dans un coin, et on peut retourner donc dans Arena. Et là, on a dans le menu qui s'appellera moteur, si vous le traduisez en français. Alors, on peut avoir traduire. Les traductions sont pas toujours provoquent des bugs d'affichage, donc là, si vous choisissez le langage, vous n'aurez pas le français, il faut l'installer. Je pourrais vous montrer comment. Donc, on fait Manage, voilà. Et on a la liste des moteurs d'échecs. Alors, moi là-dedans, j'en connais réellement aucun, sauf le Ripka, voilà, la version Ripka. Et je vous invite donc à aller dans Détails, l'onglet Détails, vous voyez, il y a des onglets, et puis faire New. Et là, il va me proposer d'aller pointer, vous voyez, Arena, il va me proposer d'aller pointer à l'endroit où j'ai ranger mon exécutable de Stockfish. On va cliquer on va le sélectionner, on va faire ouvrir. À ce moment-là, on voit déjà qu'il a rempli un certain nombre de choses. On voit le nom de l'auteur, le nom, voilà. Et puis on voit qu'il y a encore tout un tas d'onglets. Je sais, ce programme Arena est une usine à gaz, j'en ai conscience. Voilà, donc on peut voir un certain nombre de choses. Je vous invite, si vous le souhaitez, à sélectionner une bibliothèque d'ouverture spécifique à Stockfish, mais plus simplement, on utilisera, et on va le cocher, on utilisera la bibliothèque d'ouverture par défaut de Arena, qui est partagée par tous les moteurs. Voilà, ensuite, on n'a pas tout à fait fini. Dans l'onglet, c'est un moteur, alors c'est assez compliqué, il y a deux protocoles d'échange entre les interfaces graphiques qui existent et puis les moteurs d'échecs, c'est le protocole UCI et le protocole Winboard. Alors là on voit, Arena a reconnu, c'est UCI. Et dans UCI, et ma foi, on va faire un petit tour et on va regarder la configuration qui est encore très compliquée. On peut voir tout de suite ici en haut à gauche qu'on peut demander en fait au moteur d'abandonner quand finalement il voit une évaluation, il faudrait qu'on précise une évaluation à 5 coups à l'avance inférieure à 900 centipones, c'est-à-dire globalement 9 pions, voilà, c'est-à-dire presque une dame. Et puis là, on a des paramètres techniques. Alors les hashtabs, qu'est-ce que c'est que les hashtabs? Les Common Hashtag Size, c'est ce qui permet à un moteur d'éviter de refaire deux fois le même calcul et deux fois la même évaluation. On sait que dans une fin de partie où il ne reste plus que pion roi contre un roi, il y a 36 manières d'arriver à la même position et qu'on peut, et pour éviter au programme d'avoir à recalculer toutes ces positions, il les stocke dans une table de hachage qui permet de retrouver les positions qu'il a déjà précalculées. Alors, en fonction de cette taille, elle est définie surtout en fonction de la vitesse de calcul. Ça sert à rien de la mettre trop grande, ça sert à rien de la mettre trop petite puisqu'elle est saturée. Donc il faut trouver une taille qui correspond suffisamment grande, mais pas trop, pour que, puis ça dépend de la mémoire que vous avez disponible sur votre PC. En général, une bonne approche, c'est, moi je dirais, au moins 512. On va prendre un multiple d'une puissance de 2. Et c'est ce qu'on va mettre parce que par expérience, je sais que c'est comme ça.
Ensuite, il vous propose, on y reviendra à un moment, les tables de finale, les table bases. C'est pareil, c'est un accessoire utile qui vous permet de gagner du temps dans des positions connues, par exemple roi-dame contre roi, ou des choses un peu plus compliquées, fou-cavalier, un mat avec fou-cavalier, honnêtement, moi je ne sais pas le faire, et ça permet de trouver instantanément le gain et de vous donner la solution. Donc on y reviendra un peu plus tard. Et puis là, il y a un paramètre qui est extrêmement important, et je vous demande d'être vigilant, c'est l'attribution du nombre de cœurs physiques ou virtuels, de Fried, que vous voulez affecter à ce moteur. Alors tout dépend de votre processeur. Sur le mien que j'utilise, qui est un processeur Ryzen 5 portable, il y a 8 cœurs virtuels et 4 cœurs physiques. Donc, par expérience, il faut essayer d'adapter cette valeur-là au nombre que vous avez, et surtout pas la dépasser. Ça sert à rien de mettre 8 alors que vous avez un double cœur, ça fera que ralentir votre application. Donc on revient sur notre boîte à onglets, voilà, on arrive à la fin, et puis qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eh bien, on peut lui dire de démarrer immédiatement le moteur. Déjà, on peut appliquer la configuration, et on peut démarrer le moteur instantanément. Alors, on voit que là, voilà, il nous dit quel est le programme qui a démarré. On aurait pu cocher quelque chose que j'aime bien. Alors je ne sais plus où ça se coche. Ça se coche. Je crois que c'est dans UCI. Ça se coche. Voilà, alors on voit là les paramètres de bibliothèque d'ouverture. On y reviendra plus tard. Il y a tellement de choses à voir là-dedans. Dans les options, moi j'aime bien cocher Use Internal Name, c'est-à-dire que ça ne vous renvoie pas le nom du fichier qui s'affiche là, mais ça vous renvoie exactement le nom de la version que vous avez. On fait Apply. Petite astuce, quand vous allez en bas, vous pouvez faire clic droit, Restart Engine. Alors on voit un certain nombre de choses. Donc là on voit bien que c'est Stockfish 12, voilà. Il m'affiche qu'il se réserve à peu près 600 mégas de mémoire, qu'il utilise 4 corps, et puis un certain nombre d'informations. Voilà, donc là, on est bien. On a configuré le moteur d'échec, mais on est loin d'avoir fini. Hein, je vous rassure, ce n'est pas juste un moteur d'échec. On verra, je vous montrerai comment on peut faire là, pour changer un petit peu l'aspect visuel, qui n'est pas forcément ce que les gens attendent. Hein. Il y en a qui aiment bien le chess.com et puis ces logiciels commerciaux. On pourra s'en approcher, je pourrais éventuellement vous montrer comment. Je pense que la deuxième étape après, pour progresser, se servir de cet outil-là, c'est d'aller gérer sa bibliothèque d'ouverture. Alors par défaut, elle n'est pas configurée, je trouve ça complètement stupide, alors que Arena en charge. Et donc déjà, on peut cocher la case Use Transposition. Effectivement, pareil, dans les ouvertures, on peut arriver dans la même position par des biais différents, hein, avec des inversions de coups. Donc on coche ça, ensuite on va aller chercher, il va vous proposer, je vous montre, on est dans C, Program File, Arena, Book, il va vous proposer dans Book, alors je ne sais pas si on peut arriver à voir les détails, voilà, il va vous proposer 3 bibliothèques d'ouverture. Je reviendrai peut-être dans une autre vidéo comment trouver et où trouver des bibliothèques d'ouverture plus complètes, parce que celle-là, on va choisir la plus grosse qui nous propose en taille, qui aura le plus de coups. On fait ouvrir, et on voit qu'il y a là, alors on va prendre celle-là, je vais prendre peut-être, attendez, on va essayer, parce que je voudrais vous faire voir quelque chose, une un peu plus petite. Alors il n'y a pas beaucoup de choix, hein. On va prendre une petite. Voilà. Alors, on voit qu'elle est composée modestement de 18 000 coups, qu'elle s'étend sur 16 demi-coups, c'est-à-dire 8 coups. On peut éventuellement, mais là je vous mets en garde de ce que vous faites, parce que sinon on a vite fait de faire des conneries, d'importer à partir d'un fichier, ou d'un gros fichier PGN, importer des coups. Mais attention à ce que vous importez, il ne faut pas faire tout et n'importe quoi. Alors là, il y a des paramètres, je suis désolé, mais je ne connais pas tout. Je ne sais pas les paramétrer, donc l'onglet Move Selection, enfin sélection des... je ne l'utilise pas. Ensuite, on fait OK, et qu'est-ce qu'on voit normalement? Eh bien, dans la case, dans l'onglet Book, rappelez-vous, eh bien, on voit les listes d'ouverture et le nombre de jeux qui sont associés, le nombre de parties qui a été utilisé. Donc, on voit que pour l'ouverture E4 du pion roi, on a 1300 coups. Donc là, on est bien, commence à être bien. On a configuré notre moteur, notre bibliothèque d'ouverture, c'est pas mal. On peut aller un peu plus loin.
en essayant de configurer l'étape de finale. Alors, l'étape de finale, je vais essayer de me rappeler où c'est. Configure table base. Voilà. Alors, ça tombe bien, il en existe plusieurs types des table base. C'est pareil, c'est compliqué. Il vous en propose une par défaut qui est les tables Gaviota. C'est pas géré par l'ensemble des moteurs. Les tables, donc il vous fait pointer sur des fichiers GTB3, considérant qu'il y a 3 pièces sur l'échiquier. Voilà. Alors, plus ces tables, vous pouvez les télécharger, c'est pas toujours facile de les repérer sur le net, mais attention, ça prend rapidement des tailles gigantesques, parce que si vous dites je veux toutes les finales possibles, avec chaque fois, dans toutes les configurations dans lesquelles on a 5 places, ça prend une place énorme. Et le gain espéré, en pratique, c'est vraiment assez discutable. Sur d'autres logiciels, il existe carrément des tables en ligne, des bases de données en ligne que vous pouvez interroger. Donc là, on va le laisser, on va faire OK, et on se rend compte que, on va peut-être faire une petite édition, voilà. Je vais vous montrer. Alors là, moi j'aime bien, on va prendre un exemple, on peut retourner l'échiquier, voilà. Typiquement, voilà. Donc on va jouer une partie du pion dame, et puis une partie que j'aime bien jouer, ceux qui me connaissent me reconnaîtront, c'est ce gambit soi-disant foireux, qui est le gambit laiton, et qui surprend souvent les joueurs, parce que comme tout le monde sait que c'est un gambit foireux, eh bien personne ne travaille dessus, et personne ne s'y attend, et bien géré. Alors, bien sûr, avec des joueurs qui ne sont pas au courant, eh bien on arrive des fois à des parties amusantes, à jouer avec les noirs, et on voit que d'ailleurs c'est présent dans la bibliothèque d'ouverture, qui préconise quoi avec les blancs, c'est de prendre, là je vous en dis pas plus, là c'est pas l'objet c'est pas un cours sur les échecs, c'est juste un cours, enfin plutôt une présentation de tout ça. Alors, maintenant on peut demander, en parallèle de ce qu'il y a dans la bibliothèque d'ouverture, de faire une analyse. Donc on clique sur le bouton analyse, et alors là, on se rend compte qu'on n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. On a Stockfish qui lance et puis qui sort tout ce qu'il considère. Alors là, on n'est pas du tout bien comme il faut. Pourquoi ? Parce qu'on voit que ce qui nous intéresse, c'est la ligne du haut, et que les lignes du bas, c'est des analyses dont il a changé la valeur, et parfois le coût est changé. Et c'est une chose importante, souvent, qui est méconnue de tous les utilisateurs de ce genre de programme, c'est la possibilité de ces programmes. Je vais arrêter l'analyse parce qu'on voit qu'ici la charge processeur est très forte, et ça fait chauffer et tourner très fort les machines. Donc j'arrête l'analyse, et puis on voit que là, ce qui est intéressant, c'est d'aller configurer le moteur. Alors le moteur, on l'a installé, mais on ne l'a pas configuré. Je retourne dans le menu, donc Engine Moteur. Engine 1, là, en l'occurrence, c'est notre Stockfish favori. Et là, on arrive à avoir un certain nombre de choses. On voit quoi? Alors, ces choses contextuelles, elles dépendent du moteur, et c'est vraiment contextuel. Et puis on a un truc qui est assez commun à tous les moteurs, c'est le multi-PV. Ce paramètre multi-PV, on va se mettre dessus, on voit que par défaut c'est 1, que le minimum c'est 1 et que la valeur maxi c'est 500. Qu'est-ce que c'est? Et je vous demande d'être attentif, c'est la possibilité au moteur de ne pas afficher le meilleur coût. Là on voit que dans la fenêtre en bas il m'affiche le meilleur coût remis à jour régulièrement, mais les meilleurs coûts. Et moi ce qui m'intéresserait de voir par exemple, c'est les 3 meilleurs coups. Pas uniquement, là, finalement, il me propose, alors c'est pareil, on peut le franciser, il me propose là-dedans de jouer Dame F6. Voilà, et bon, Dame F6, pourquoi pas. Alors c'est un mauvais exemple, parce que dans cette ouverture, les coups sont très précis, et il n'y a pas tellement trop d'alternatives. Mais, dans certains cas, on sait qu'il n'y a pas un seul coup qui est possible et potable, il y en a d'autres. Et souvent, le moteur, il doit choisir, quand on n'active pas le multi-PV, il vous donnera au centième de pion la valeur qu'il estime la meilleure. Donc je règle sur 3, on peut mettre 5, on peut mettre 6, bon je pense qu'au-delà de 5 ça n'a pas vraiment d'intérêt, on fait OK, et puis on refait clic droit là dans la fenêtre en bas, et on fait de nouveau Restart Engine, voilà,
Et là, on relance l'analyse. Et là, qu'est-ce qu'on voit? Groupé par, alors c'est peut-être petit hein, sur votre affichage, et bien là, il affiche pas, d'ailleurs, il m'en affiche plusieurs. Ce qu'on fait, c'est qu'on peut réduire la fenêtre. On verra comment mettre ça un peu plus lisible, un peu plus gros, parce que ceux qui ont des yeux fatigués comme moi, c'est difficile. Finalement, qu'est-ce qu'il vous propose? Il vous propose Dame F6, voilà, ça c'est le premier coup. Mais il vous propose également Cavalier F6. Voilà. Alors la notation elle est un peu perturbante. Hein. On verra comment on peut configurer tout ça en essayant de remplacer les lettres par des petits icônes qui représentent peut-être qui représentent la pièce, ou de le franciser, c'est encore quelque chose de possible. Puis cette notation longue à la con, pour lequel on n'est pas habitué, parce que le bon coup là ça serait de nous mettre D et F6, on sait ce que ça veut dire. Donc là il y a des coups possibles, des alternatives qui sont tout à fait possibles. On voit d'ailleurs quand même que dans l'objectif les noirs sont pas vraiment voilà pourquoi ce gambit est faible, parce qu'on voit que la fonction d'évaluation donne un désavantage qui est presque de 2 pions au noir, quel que soit le coup configuré. Mais si on prend les deux premiers qui sont assez proches, finalement, les deux coups possibles sont donc Dame F6 et aussi Cavalier F6, c'est une alternative. On voit que dans la bibliothèque d'ouverture, si on y va, finalement on n'a que Dame F6. Et là, à mon avis, si on en croit Stockfish, et il n'y a pas de raison de ne pas le croire, on voit que Cavalier F6 c'est une alternative. Donc il faut bien sûr se fier à ce que vous dit votre moteur, mais ça dépend aussi. Alors on voit que l'évolution change, et que finalement, à la longue, quand même, on rejoint la bibliothèque d'ouverture, c'est Dame F6 qui prend le dessus, puisqu'on voit que l'évaluation a changé. Pour Cavalier F6, on tombe à moins 2 pions. Voilà, j'arrête l'analyse. On voit d'ailleurs une chose intéressante ici, c'est la capacité d'analyse de la machine. Là, on voit le nombre de nœuds par seconde. Alors, sur un PC fixe avec un processeur récent, la bonne valeur, là c'est un portable donc c'est un peu différent, la bonne valeur, elle se situe environ 1 million de coups ou de nœuds par seconde par cœur de processeur. Donc, ça, si vous avez un quad-core, vous pouvez vous attendre sur un quad-core performant, ou vous pouvez vous attendre au minimum à 4 millions de positions par seconde. Donc c'est vraiment très puissant. Je vais arrêter cette analyse et je vais revenir sur tout ce qui est cosmétique. Parce que là on voit que la police est minuscule. Pourtant j'ai un écran 22 pouces avec une résolution HD, c'est un peu difficile à voir. Alors on va aller dans Options, dans Apparence. Et dans Apparence on a une usine à gaz avec des onglets dans tous les sens. On va rester sur le premier, et puis il vous propose, là je vous fais remarquer, de choisir quel type de pièces vous voulez, parce que vous pouvez les prendre par rapport à des jeux de pièces qui sont en fait simplement des polices de caractère, et on voit que là, alors ça n'a aucun intérêt pour si vous êtes sur Windows, c'est cette case là à cocher, parce que le développeur a prévu de le faire tourner indirectement sous Linux, que la partie Windows peut tourner sous Linux. Donc je vais vous montrer un certain nombre de choses. On va passer à la configuration de ce côté-là, du menu d'apparence. Alors si l'échiquier en texture bois ne vous intéresse pas, on peut décocher les bitmaps. Si on fait un apply, vous voyez, on a quelque chose de plus lisse. Après, vous allez dire, oh, la couleur marron, c'est franchement pas top. Donc tout est configurable. Et on peut aller simplement, si vous voulez, on va prendre les cases noires. Et vous pouvez choisir un bleu qui ressemble, voilà, ce bleu-là. Vous faites OK. Vous faites Apply. Bon, effectivement, c'est peut-être pas du plus bel effet. Il va falloir changer les cases blanches. Prendre des cases blanches, faire OK, et vous allez arriver petit à petit. Et puis si le bleu vous paraît trop bleu, effectivement, on peut prendre un truc un peu plus soft. Voilà. Hop. Voilà. Le bord de l'échiquier, c'est chessboard, et bien c'est pareil. On va peut-être lui mettre, je sais pas, un truc comme ça. Voilà. Et vous pouvez commencer à avoir quelque chose qui ressemble. Après, vous choisissez tout ce que vous voulez. Allez, on va continuer. Dans les marques, on va revenir après.
On va aller directement à ce qui nous intéresse. Alors là, je vous invite quand même à passer par le menu pour choisir les coordonnées et la grosseur et la couleur des coordonnées qu'on peut mettre aux quatre coins ou qu'on peut mettre sur le côté et puis qu'on peut mettre en majuscule. Ça peut quand même servir. Et puis surtout de choisir la couleur. Moi, j'aurais préféré que ça soit peut-être blanc. Voilà, tac. On va faire apply. Voilà, ça paraît en blanc. Et en plus, peut-être sur des polices grasses, ça se voit plus. Voilà, je fais apply, et là on a bien notre lettrage. On peut aussi cocher en bas là, le petit indicateur de la personne qui a le trait, on peut aller le cocher en grand ou en petit, donc on va le laisser en grand. Par défaut, il est en petit. Hein. Là, il y a eu un fichier de configuration qui est resté, et donc on ne voit pas les paramètres par défaut. Et puis, il y a un truc intéressant, c'est que vous pouvez afficher donc un certain nombre de flèches. Il est configuré, bien entendu, par des couleurs. Alors, il y a trois possibilités. Soit vous voyez les flèches quand vous cliquez quand on est en pleine analyse. Ça, c'est, à mon avis, le minimum qui est nécessaire. Vous pouvez voir l'analyse visualisée en temps réel avec le meilleur coup quand vous êtes en train de jouer. Bon, peut-être. Si vous jouez contre la machine et que vous voyez son analyse, je ne sais pas si ça a vraiment un intérêt. Et puis le pondering, qu'est-ce que c'est que le pondering? C'est un mode qui permet au moteur de continuer à calculer quand c'est à vous de jouer. Pareil, il continue à réfléchir en présupposant que vous allez jouer un coup qu'il a précalculé. Voilà, on va le laisser comme ça. Et puis, vous pouvez d'ailleurs... il faut savoir que vous pouvez jouer avec les flèches et vous pouvez jouer pas forcément avec le clavier, ça peut être pratique pour tout un tas de raisons. Je rappelle que cette application, elle est aussi interfaçable avec des plateaux d'échecs comme les plateaux DGT et qu'on peut faire beaucoup de choses. On va faire Apply. Allez, on reviendra au menu après. On va lancer l'analyse et là, qu'est-ce qu'on va voir? Voilà, c'est beaucoup plus pratique. On voit donc une flèche qui nous indique le meilleur coup en tête de la machine. Alors, je reviens là en bas, là, toujours ça, là, c'est un peu... on va essayer de le configurer, donc on fait clic droit dessus. Pensez au clic contextuel sur les éléments, ce qui vous permettent d'accéder à des menus qui sont parfois vraiment touffus. Là, on va chercher, donc on va configure Engine Analyse Output. Là, en bon français, ça serait... et là, il vous propose de, par exemple, agrandir la fonte, de choisir une fonte, par exemple, une fonte grasse. Voilà. On fait un apply. Alors là, le choix, et vous avez vu, quand on choisit mal la police, ce qui se passe. Donc il va falloir choisir une police. Ça, c'est un bug qui est assez terrible là-dessus. On va choisir une police. Voilà. Hop. Voilà. On a choisi une police un peu plus grasse. On y arrive petit à petit. Voilà, et puis si on continue maintenant dans les options, voilà, et qu'on fait ça, on voit alors on va essayer de faire ça, je vous garantis pas que ça marche. Voilà, j'aurais aimé qu'ils mettent une notation courte. Ça, c'est le problème de ce logiciel, c'est que je beau l'utiliser depuis des années, c'est que je ne me souviens jamais. Ah, figurine, est-ce que ça va marcher ça? Je suis en train d'essayer de mettre d'avoir plutôt Queen F6 au minimum, plutôt que Queen D8 F6, que je trouve pas très lisible. Alors effectivement, si vous n'avez pas l'habitude de la notation, pensez bien ça. Alors on voit, il y a beaucoup de choses. Je pense qu'il s'est fait plaisir le développeur. Bon, je trouve pas pour le moment. Quand j'aurai trouvé, je vous l'indiquerai. Voilà. On peut pas, je me souviens plus comment on fait. Il me semblait pourtant que c'était ça, Short Notation in Mainline, mais je me souviens pas. Donc si quelqu'un trouve, il pourra toujours me le remettre. Voilà.
Et donc là, on a quelque chose d'un peu plus visible, et on a nos trois... alors, là, on arrive à quelque chose de pas mal en termes de configuration, même si les couleurs sont sans doute à revoir. Hein, on peut peut-être d'ailleurs... Parce que moi, ça me fait vraiment mal aux yeux. Et on va arrêter là aujourd'hui cette vidéo. J'espère que ça vous aura un petit peu plu et donné envie d'utiliser ce logiciel Chess Arena, même si effectivement sa configuration est un petit peu quand même un petit peu coton. Donc on va remettre moi je dirais ça. Voilà, on arrive à quelque chose qui ressemble à peu près à quelque chose. Voilà. Alors après, tout est configurable. Faut savoir qu'il faut tâtonner, il faut essayer, chercher. Et puis, ah oui, le français, c'est vrai. Allez, on termine sur le français. On va essayer de le faire en direct. Je vous garantis pas. Alors, si on retourne sur l'interface, parce que finalement, ce site était très bien fait il y a quelques années. Il a été démoli. Parce qu'il y avait des fichiers utilisateurs qui ont disparu malheureusement. Le site original a disparu. C'est le problème, hein, d'ailleurs, une remarque, hein, c'est bien beau les programmes gratuits, mais là, le Martin Bloom qui nous a mis ça, le jour où il doit plus être le jour où il sera trop vieux ou s'il lui arrive malheur, et ben on aura perdu un peu un monument du jeu d'échecs électronique, parce qu'on n'aura plus ses sources qu'il n'a jamais voulu partager. Voilà, il a sans doute ses raisons. Voilà. Alors si on cherche maintenant le fichier de langue, et ben écoutez, le fichier de langue, quand je l'aurai trouvé, je vous mettrai un lien dans la vidéo. On va s'arrêter là, j'espère que ça n'a pas été trop long. Et puis bah écoutez, moi ce que je vous dis, c'est on va arrêter l'enregistrement, puis je vous dis à bientôt. Voilà, au revoir.